Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce nouveau webinaire organisé par l'INRS sur l'usage des exosquelettes au travail. Merci également de vous être inscrits en nombre ces dernières semaines et de nous avoir fait part de vos questions. Elles nous ont aidés dans la construction de cette conférence et nous répondrons aux plus récurrentes d'entre elles en fin de webinaire. Alors, pour de rapides présentations, je m'appelle Jean Terrel, je suis chercheur physiologiste au sein du département Homo Travail de l'INRS et j'interviendrai dans ce webinaire avec ma collègue Mathilde Schwartz, qui est doctorante dans notre laboratoire de physiologie et qui vous présentera dans une seconde partie de ce webinaire les résultats de nos récentes expérimentations. Justement, en ce qui concerne l'organisation de cette présentation, après de brefs rappels techniques et contextuels, nous allons dresser un premier bilan sur les connaissances actuelles en matière d'exosquelettes professionnels. Nous tenterons ensuite de répondre aux principales questions auxquelles vous pouvez être confrontés dans vos projets d'acquisition ou d'intégration d'un exosquelette. Par exemple, quel exosquelette pour quelle tâche? Comment évaluer les performances d'assistance d'un exosquelette? Encore, quelles sont les contraintes à prendre en compte et comment les évaluer? Nous appuierons dans ces cas sur des exemples concrets issus de nos dernières expérimentations. Pour commencer, comment définissons-nous aujourd'hui les exosquelettes à usage professionnel? Comment pouvons-nous distinguer ces technologies des autres solutions d'assistance physique? Alors, le concept d'exosquelette n'est pas récent, comme on peut le voir avec l'exemple de Hardiman sur la photo de droite qui date de 1968. Les exosquelettes sont des technologies d'assistance physique, c'est-à-dire qu'elles ont pour objet d'offrir une assistance au mouvement en apportant un supplément de force permettant de soulager les opérateurs dans l'exécution de leurs tâches. Ce point de définition reste néanmoins commun avec les autres technologies d'assistance physique, telles que par exemple les cobots manipulés. Mais le principal élément qui définit spécifiquement la catégorie d'exosquelettes parmi ces technologies provient du fait que ceux-ci sont revêtus directement par leur utilisateur, par un principe de contention, à minima de part et d'autre d'une articulation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les exosquelettes ne sont pas nécessairement des robots. La majorité, en fait, même des exosquelettes sont des systèmes non robotisés, définis comme des dispositifs d'assistance physique. Ils fonctionnent sur le principe de restitution d'énergie, avec une mise en tension lors d'un mouvement, par exemple sur ces images, une flexion du buste vers l'avant, et une restitution de l'énergie lors d'un mouvement inverse, particulièrement sollicitant, ici le redressement du buste. Ils sont constitués de matériaux rigides, de type ressort ou lame de composite, ou de matériaux souples, par exemple en textile élastique. D'autres technologies sont-elles robotisées, les robots d'assistance physique, mais restent cependant très rares. Ils fonctionnent avec un principe de détection de l'intention de mouvement, et le plus souvent, l'assistance est apportée par des actionneurs électriques. Certains exosquelettes ont été développés pour porter assistance au dos, d'autres aux membres supérieurs, qu'il s'agisse du bras dans sa totalité ou uniquement de l'épaule, voire plus récemment de la main, avec des systèmes permettant de soulager les efforts de préhension. Alors, dans quel contexte sont utilisées ces technologies? À ce jour, nous avons eu l'occasion de recenser des exemples de tests ou d'intégration d'exosquelettes dans la grande majorité des secteurs et dans des entreprises de toute taille. L'objectif commun était pour ces entreprises de répondre à des problématiques de santé liées à la charge physique de travail ou à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et plus particulièrement pour des situations de travail où aucune solution d'aménagement n'avait pu être identifiée afin de réduire les risques liés à cette charge physique. En définitive, il s'agit dans la grande majorité des cas de tâches de manutention ou de tâches impliquant le maintien de postures contraignantes et prolongées. Dans ce contexte, et avant toute autre chose, il paraissait donc essentiel de rappeler que si les exosquelettes peuvent contribuer à limiter certains facteurs de risque à l'origine des TMS, on parle des facteurs de risque biomécaniques, ils ne peuvent pas apporter de réponse exhaustive à ce problème, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, si on isole les risques biomécaniques, seules les contraintes de force peuvent être soulagées par ce type de technologie. La répétitivité des gestes ou encore les postures adoptées seront davantage du ressort de l'organisation du travail ou de l'aménagement de la situation de travail. Deuxièmement, si on garde à l'esprit que les facteurs de risque à l'origine des TMS sont nombreux,
Ils intègrent notamment les composantes psychosociales et organisationnelles du travail, ce qui ne peut pas être pris en charge par un exosquelette. Pour finir, mais nous y reviendrons plus largement au cours de ce webinaire, l'usage d'exosquelettes peut être associé à des effets non désirés qui peuvent contrarier ou même annuler les bénéfices sur l'appareil musculo-squelettique. Alors à ce jour, quel est l'état des connaissances quant aux bénéfices de ces technologies en termes de prévention des TMS et quant aux autres effets associés à l'usage de ces technologies? Alors c'était justement l'objectif de notre dernière revue de littérature que nous avons publiée en 2019. À l'époque, 30 études sur les exosquelettes professionnels avaient été recensées, dont 13 avaient été publiées après 2018. Nous avons pu constater fin 2019 et début 2020 que la publication de nouvelles études s'était encore accélérée, ce qui dénote l'intérêt croissant des entreprises comme des scientifiques pour ces technologies. Alors en 2019, 22 études concernaient directement les exosquelettes d'assistance du dos, la majorité de ces études. 20 étaient réalisées en conditions de laboratoire, contre 2 seulement en conditions de travail. La grande majorité relatait de tests d'exosquelettes non robotisés, soit 17 contre 5 avec des modèles robotisés. Les exosquelettes d'assistance du membre supérieur avaient initié un nombre bien plus limité d'études, 8 seulement, toutes réalisées en laboratoire et dont une seule avec un exosquelette robotisé. Alors les conclusions. Si on s'intéresse à l'avantage de ces technologies dans la prévention des lombalgies professionnelles, premièrement, l'un des premiers facteurs de risque biomécanique est lié aux efforts excessifs et prolongés des muscles du dos. Sur ce point, la littérature fait état d'un consensus en faveur d'une réduction des efforts musculaires, en particulier lors des tâches sollicitant un redressement du buste après une flexion. En revanche, on peut noter une grande disparité dans l'amplitude des effets identifiés par ces études, de 10 à 60% de réduction des efforts musculaires. Alors effectivement, si on met ça dans un contexte pratique, 10 et 60% de soulagement, cela ne représente pas les mêmes espoirs en termes d'amélioration des conditions de travail pour les opérateurs. Dans les faits, il apparaît que ces bénéfices puissent être directement dépendants de plusieurs facteurs, comme la posture adoptée par l'opérateur, la masse de l'objet ou de l'outil manipulé, et bien évidemment de la conception de l'exosquelette. Il pourrait également y avoir un effet d'interaction entre ces différents facteurs. Par exemple, nous pourrions observer qu'un exosquelette A soit plus efficace qu'un exosquelette B dans une certaine position de l'opérateur, et l'inverse dans une autre partie du mouvement. Si on passe en revue d'autres facteurs de risque à l'origine des lombalgies, on peut noter un consensus dans la littérature pour dire que les exosquelettes sont efficaces. D'une part, pour réduire les contraintes vertébrales lors des efforts de flexion du buste, et pour réduire, d'autre part, la perception des efforts associés à ce type d'action. En revanche, en ce qui concerne les effets des exosquelettes sur la fatigue musculaire, aucun consensus clair, puisque celle-ci semble diminuer lors des études de laboratoire, sans que ceci n'ait pu être vérifié sur le terrain dans des conditions de travail réelles. Alors passons maintenant à la même logique avec l'intérêt des exosquelettes d'assistance du membre supérieur cette fois dans la prévention des tendinopathies de l'épaule. Dans ce cas, nous avons également un consensus pour dire que ce type d'exosquelette permet de réduire l'effort des muscles des épaules, en particulier lors des tâches de travail, les mains en hauteur. Cette réduction est quasi systématiquement associée à une réduction de l'effort perçu par les opérateurs. En revanche, tout comme pour les exosquelettes d'assistance du dos, l'amplitude des bénéfices est très variable. Elle dépend également de la tâche de travail, de la masse des objets ou des outils manipulés et de la conception de l'exosquelette. Par ailleurs, au-delà des tensions musculaires à l'épaule, l'un des risques majeurs à l'origine des tendinopathies de l'épaule peut être lié au comportement même de l'articulation, c'est-à-dire de la coordination des muscles qui actionnent cette articulation, au mouvement des os les uns par rapport aux autres. En réalité, 90% des tendinopathies sont en effet liées à un conflit entre la clavicule et l'humérus comprimant les tendons. En modifiant les forces autour de cette articulation, il peut être facilement suspecté que l'exosquelette modifie le comportement articulaire, en bien avec de la chance ou en mal. À ce jour,
Le problème, c'est qu'aucune étude ne s'est intéressée à cette hypothèse, et cela constitue pour nous un manque considérable dans la connaissance générale quant à l'usage de ces dispositifs à des fins de prévention des TMS de l'épaule. Et puis pour finir, il semblait probable que l'usage d'un exosquelette d'assistance du membre supérieur puisse également entraîner un effort accru des muscles posturaux, et en particulier au niveau des lombaires, notamment dû à la masse et à l'équilibre de l'exosquelette. Dans l'objectif de réduire l'exposition des opérateurs aux efforts localisés au niveau des épaules, on pourrait alors les exposer à un risque accru de pathologie lombaire. Mais dans les faits, il n'existe pas de consensus en ce sens. La présence de contre-effets ou non étant probablement également dépendante de l'interaction entre les caractéristiques de la tâche et celles de l'exosquelette. Alors que peut-on conclure de ces études? En l'absence de résultats génériques, les entreprises ne peuvent tabler uniquement sur des bénéfices potentiels dont on a des difficultés à estimer l'amplitude et sur des effets non désirés qu'il va falloir considérer pour en diminuer les risques. Dans ce contexte, l'évaluation de l'interaction exosquelette-tâche-opérateur au cas par cas prend un rôle central dans tout projet d'intégration de ces technologies. Alors qu'il s'agisse d'exosquelettes destinés aux membres supérieurs ou au dos, mais je pense également que nous pouvons extrapoler ces conclusions à l'ensemble des exosquelettes actuels, il s'agira premièrement de s'assurer en amont de la meilleure adéquation entre 1. La demande physique de la tâche, quelles contraintes, pour quelle posture, ici par une évaluation initiale des caractéristiques de la tâche, et 2. Les performances d'assistance de l'exosquelette, quelle force, pour quel angle articulaire, pour quelles contraintes associées, ici en se rapprochant directement des concepteurs de ces technologies qui ont pour responsabilité de maîtriser ces données. Et deuxièmement, de procéder à une évaluation de l'interaction exosquelette-tâche-opérateur en situation de travail pour s'assurer que cette adéquation est préservée dans les conditions réelles d'usage. Ce que nous l'avons vu précédemment, la littérature scientifique a jusqu'à présent éludé en grande partie. En pratique, si nous devions retenir des grandes étapes, il s'agit de s'interroger successivement par les questions suivantes. Quel exosquelette pour quelle tâche? En partant ici des besoins d'assistance de la tâche que l'on ne peut pas soulager par d'autres aménagements de la situation de travail. Ensuite, viendra la question quel bénéfice pour les opérateurs en évaluant le système retenu. On a bien vu tout à l'heure que les bénéfices pouvaient varier énormément d'un exosquelette à l'autre ou d'une situation à l'autre. Puis viendra la question à quelles autres conséquences ou risques l'entreprise va-t-elle devoir faire face en intégrant cet exosquelette. Pour finir, quel suivi mettre en place pour s'assurer que les évolutions futures, et il y en aura, changement de stratégie des opérateurs, impact sur le collectif, nouvelle organisation, nouveaux usages, restent favorables à la santé et à la sécurité de l'opérateur équipé et de ses collaborateurs. Alors, pour vous donner des clés de compréhension quant à la démarche de sélection d'un exosquelette, d'évaluation des bénéfices et d'identification de certaines contraintes possibles, je vais laisser la parole à ma collègue Mathilde Schwartz, qui va s'inspirer des exemples concrets issus de nos dernières expérimentations, où nous avons évalué les effets des principales catégories d'exosquelettes présentes actuellement sur le marché. Je vous retrouve après son intervention pour répondre aux principales questions de nos internautes. Merci Jean pour cette introduction. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Schwartz Mathilde, je suis doctorante en physiologie et biomécanique à l'INRS et l'Université de Lorraine. Je vais vous présenter les résultats d'une étude sur des exosquelettes passifs. Dans un premier temps, nous allons évaluer les bénéfices apportés par l'exosquelette. L'objectif de l'étude était d'évaluer différents types d'exosquelettes passifs lors de différentes tâches. Nous avons évalué des exosquelettes dos qui assistent au redressement du tronc et des exosquelettes membres supérieurs qui assistent à l'élévation des bras. Dans cette étude, nous avons eu 29 participants qui ont tous été familiarisés à chaque exosquelette,
mais également aux conditions expérimentales. Concernant les tâches expérimentales, nous en avions 2 dynamiques et 2 statiques. La première tâche dynamique était un déplacement de charge en face de soi, et la seconde était un déplacement de charge entraînant une rotation du tronc. Ces 2 tâches étaient sollicitantes pour le dos et les membres supérieurs. Concernant les tâches statiques, la première était un maintien de charge avec une inclinaison du tronc. Elle était donc contraignante pour le dos. Et la seconde était contraignante pour les membres supérieurs. C'était un maintien de charge au-dessus de la tête. Toutes les tâches ont été réalisées avec 3 niveaux de charge allant de 2 à 14 kg. Les expérimentations ont permis d'évaluer différents paramètres comme les postures, les sollicitations musculaires, l'équilibre et la perception de l'effort. Concernant les résultats, je vais vous les présenter sous forme de tableau. Dans les colonnes, vous allez pouvoir retrouver les tâches pour lesquelles nous avons évalué l'exosquelette. Dans un premier temps, nous allons voir les résultats sur les muscles assistés par l'exosquelette. Un code couleur a été créé. En vert, vous retrouverez les bénéfices apportés par l'exosquelette. En rouge, les contraintes. Lorsque les résultats sont totalement coloriés, nous avons des bénéfices ou des contraintes pour l'ensemble des conditions expérimentales, c'est-à-dire toutes les charges, tous les muscles. Lorsque les résultats seront achevés, nous aurons des bénéfices ou des contraintes pour certaines conditions expérimentales. Tous les résultats sont comparés à une condition contrôle, c'est-à-dire à une condition sans exosquelette. Passons maintenant à notre premier résultat. Ici, nous avons un exosquelette qui assiste le dos, qui est mécanique et rigide. Il a été évalué en tâches statiques et dans les 2 tâches dynamiques. Les muscles assistés sont les muscles extenseurs du dos. L'utilisation de cet exosquelette a montré que lors des fortes inclinaisons du tronc, nous avons une augmentation des sollicitations lombaires. Cela pourrait être dû à une modification de la courbure du dos. En effet, cet exosquelette a un appui au niveau du thorax et engendrerait un dos plus droit lors des fortes inclinaisons du tronc. Une autre explication pourrait être due à un effet de délai entre le mouvement et l'assistance, et on aurait donc une perte d'efficacité entre la mise en tension et la restitution de l'énergie. Si maintenant nous regardons les autres inclinaisons lors de la tâche dynamique dans l'axe, nous pourrons voir que cet exosquelette a un effet bénéfique au niveau des lombaires. Cependant, en rotation, cette efficacité va être réduite à une plus petite plage angulaire. Passons maintenant à un second exosquelette. Cet exosquelette est un exosquelette qui assiste le dos, mais qui est textile. Il a été évalué en tâches statiques et dans les 2 tâches dynamiques. Les muscles assistés sont les muscles extenseurs du dos. L'utilisation de cet exosquelette montre un effet bénéfique sur une large plage angulaire au niveau des lombaires. Cela peut être dû à l'effet anthropomorphe de cet exosquelette. Lorsque nous utilisons cet exosquelette en rotation, ces effets peuvent être réduits, voire désavantageux, et ça peut être dû à un problème de parallélisme entre l'exosquelette et les muscles extenseurs du dos. Maintenant, voyons ce qu'il se passe sur un exosquelette membre supérieur. Cet exosquelette a été utilisé lors des tâches dynamiques. Les muscles assistés sont les muscles élévateurs et fléchisseurs des bras. Nous pouvons voir que l'utilisation de cet exosquelette a entraîné un effet bénéfique de l'ordre de 30% sur les muscles assistés, sauf lors des fortes inclinaisons du tronc. En effet, dans ces postures, l'axe de l'assistance des bras mécaniques n'est plus en adéquation avec le mouvement réalisé par les membres supérieurs et pourrait donc venir perturber l'activité musculaire. Enfin, nous avons évalué 2 exosquelettes qui assistaient les épaules.
lors d'une tâche statique. Et nous pouvons voir que l'utilisation de ces exosquelettes a un effet bénéfique sur les muscles assistés, qui étaient ici les muscles élévateurs du bras. En conclusion, l'utilisation des exosquelettes passifs fonctionne. Nous avons des réductions au niveau des sollicitations des muscles assistés. Cependant, cette réduction va dépendre de la tâche de travail, mais également de l'exosquelette utilisé. Passons maintenant aux autres conséquences et les risques que pourrait apporter le port de ces exosquelettes. Les résultats vont également vous être présentés sous forme de tableau avec le même code couleur. Au niveau des autres effets, nous sommes allés voir l'activité musculaire des muscles antagonistes à l'assistance, mais également l'activité musculaire des membres inférieurs, des membres supérieurs ou des muscles posturaux. En dernier, nous sommes allés voir l'équilibre postural. Revenons à notre premier exosquelette. Notre exosquelette qui assiste le dos, qui est mécanique et rigide. Nous pouvons voir quelques contraintes apparaître, et notamment lors de la mise en tension du système, c'est-à-dire lorsqu'on a une flexion du tronc. Au niveau des membres inférieurs, ces contraintes peuvent être dues à une extension plus importante des jambes, due à la structure de l'exosquelette qui en appuie au niveau des cuisses. Au niveau des membres supérieurs, ces contraintes peuvent être dues aux modifications posturales au niveau du dos entraînées par cet exosquelette, qui modifierait l'ouverture des bras. Concernant notre deuxième exosquelette d'assistance du dos, l'exosquelette textile, nous pouvons voir que nous avons peu de contraintes au niveau des muscles antagonistes à l'assistance, ici les muscles fléchisseurs du tronc. Cela peut être dû à la faible assistance donnée par cet exosquelette. Au niveau des membres inférieurs, quelques contraintes apparaissent également. Cela peut être dû à une extension plus importante au niveau des jambes, dû à la structure de l'exosquelette qui vient en attache au niveau des genoux. Au niveau des membres supérieurs, nous voyons que lors des phases les plus inclinées lors de la flexion du tronc, des contraintes apparaissent pour l'ensemble des conditions expérimentales. Cela peut être dû à l'appui de l'exosquelette sur les trapèzes et notamment lorsque l'assistance est tendue au maximum. Enfin, pour cet exosquelette, nous voyons que l'équilibre postural est perturbé lors de la tâche dynamique en rotation. Cela peut être dû à un problème de parallélisme entre l'exosquelette et les forces. Concernant notre exosquelette membre supérieur, nous pouvons voir dans les autres effets que les muscles abaisseurs des bras, ici donc c'est les muscles antagonistes à l'assistance, ont été contraints. Cela peut être dû à la forte assistance donnée par cet exosquelette. En effet, cette forte assistance va demander une contrainte supplémentaire pour activer ou pour gérer le mouvement des bras mécaniques. Il faut donc trouver un compromis entre l'énergie fournie et la force pour contraindre cette assistance. Au niveau des extenseurs du dos, l'utilisation de cet exosquelette a montré un effet bénéfique lors des postures redressées ou quasi redressées. Cela peut être dû à la structure rigide de l'exosquelette, et notamment de la ceinture, qui vient en appui au niveau des hanches, et pourrait créer un meilleur transfert des forces. Cependant, lorsque nous mettons de l'inclinaison du tronc ou de la rotation, nous pouvons voir qu'il y a des contraintes qui apparaissent. Cela peut être dû à un transfert des forces perturbé, ce qui induit une demande supplémentaire au niveau du dos. Enfin, pour cet exosquelette, nous voyons que au niveau des muscles des membres inférieurs ou de l'équilibre postural, nous avons des contraintes pour l'ensemble des conditions expérimentales. Nous émettons deux hypothèses pour ces résultats. Le premier, c'est qu'il y a un transfert de force. En effet, les forces sont transmises des membres supérieurs à l'exosquelette, qui en appuie au niveau des hanches, et retransmettrait les forces
au niveau des membres inférieurs, mais cela peut être également dû au poids de l'exosquelette porté par l'utilisateur. Enfin, concernant nos deux exosquelettes au niveau des assistances épaules, nous voyons qu'au niveau des muscles adducteurs des bras, donc les muscles qui sont antagonistes à l'assistance, l'utilisation de ces exosquelettes a entraîné une diminution. Nous avons un effet bénéfique. Se pourrait qu'il y ait une stabilisation de l'articulation. L'utilisation de ces exosquelettes a également eu un effet bénéfique au niveau des extenseurs du dos. Cela peut être dû à l'effet ceinture de ces exosquelettes, mais également à l'équilibre des masses entre la masse portée par l'utilisateur et la masse de l'exosquelette. Enfin, nous pouvons voir que l'équilibre postural a été contraint. Cependant, cette perturbation dépend de la charge manipulée et de l'exosquelette utilisé. En conclusion, nous pouvons voir que le port des exosquelettes va entraîner d'autres effets. Ils sont donc à considérer lors d'une démarche d'évaluation d'un exosquelette. Quel est le niveau des risques? Quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a des restrictions médicales à avoir? Nous avons également vu qu'on avait un effet bénéfique au niveau des muscles assistés. Mais que ce soit l'effet bénéfique sur les muscles assistés ou les autres effets, ils vont être dépendants de la tâche de travail, si elle est statique, dynamique, à quel angle du tronc on travaille, mais également dépendante de l'exosquelette utilisé, son poids, sa technologie, ses points de fixation et d'appui. Lorsque nous nous posons la question d'acquisition d'un exosquelette, il faut prendre en compte donc la situation de travail dans laquelle le besoin d'un exosquelette est identifié. En effet, l'entreprise devrait être capable d'évaluer la situation de travail, quels sont ses paramètres, est-ce qu'elle est statique, quelle est la charge manipulée, et nous devrions être capables de connaître les performances des exosquelettes dues à la tâche de travail identifiée. Et ceci, ça peut être les concepteurs qui nous l'amènent. Est-ce que cet exosquelette est performant par rapport à ma tâche de travail? Et c'est la bonne adéquation entre ces deux points qui peut faciliter l'acceptation des exosquelettes en entreprise. Pour la suite, je vais repasser la parole à Jean Terrel qui va répondre à vos principales questions. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour cette intervention. Passons donc à vos questions. Avec le recours aux exosquelettes, peut-on envisager d'augmenter le poids des charges manipulées? Alors non, on ne peut pas. Le recours à un exosquelette peut apporter, on l'a vu, localement, un supplément de force lors d'un mouvement spécifique. Alors, quand je dis localement, c'est au niveau du dos, au niveau des épaules, des coudes, voire des poignets. Mais en revanche, dans la grande majorité des cas, les contraintes sont seulement transmises à une autre partie du corps, à minima sur les jambes. Les efforts restent intégralement supportés par le salarié et seule la répartition des efforts est modifiée à travers le corps. Il convient donc dans ce cas de respecter les normes en vigueur concernant les limites de charge et de contraintes physiques pour les tâches de manutention manuelle. Alors, la seconde question. Les exosquelettes sont-ils des équipements de protection individuelle? Alors, je vais continuer par la négative. Non, absolument pas. D'ailleurs, pour être certifié comme un équipement de protection individuelle, EPI, il est nécessaire pour ces dispositifs d'en démontrer l'efficacité contre un risque en termes de santé ou de sécurité. Pour l'heure, à notre connaissance, aucun fabricant ne revendique d'ailleurs le statut d'EPI pour les exosquelettes, ou ne s'est même engagé dans une démarche de certification. Notons que dans ce cas précis, le principal objectif était de réduire les risques de survenue des TMS. Or, pour l'heure, comme vous avez pu le voir au cours de cet exposé, il n'existe pas de preuves scientifiques quant à l'efficacité de cette technologie pour réduire les risques de troubles musculo-squelettiques. Par ailleurs, il serait également nécessaire de statuer sur la manière d'évaluer cette diminution du risque. Il faudrait donc élaborer des normes nécessaires à certifier ces technologies.
À ce jour, le cadre réglementaire concernant les exosquelettes destinés au travail n'est pas défini spécifiquement et aucune norme dédiée ne s'applique directement. Alors, question suivante. A-t-on suffisamment de recul sur les effets à long terme du port d'un exosquelette? Eh bien non, encore une fois, on n'a pas de recul suffisant. En réalité, ces technologies sont très récentes dans les entreprises. Les premiers exemples d'intégration à usage professionnel en France datent à notre connaissance de 2015. De plus, si beaucoup d'entreprises testent aujourd'hui des exosquelettes, très peu d'entre elles les ont réellement adoptés dans leur fonctionnement quotidien. Alors pour mieux comprendre les effets à long terme, il sera effectivement nécessaire de mettre en place un suivi des utilisateurs, notamment par l'entreprise, en y associant les services de santé. Par la suite, c'est le développement d'études épidémiologiques longitudinales qui contribuera à évaluer les effets à long terme. Comment doit être réalisé le suivi d'un opérateur utilisant un exosquelette et par qui? Alors effectivement, on en a parlé au cours de cet exposé dans une étape. On recommande un suivi de l'opérateur. Alors, il doit être organisé collectivement au sein de l'entreprise. À minima, effectivement, il doit associer le service de santé au travail. L'idée, c'est de suivre les effets à court, moyen et long terme, comme des gènes, les douleurs ou les dysfonctionnements qui peuvent apparaître au cours de l'utilisation. Nous recommandons au mieux de constituer un groupe de travail pluridisciplinaire avant même que l'exosquelette ne soit physiquement présent dans l'entreprise, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça va permettre notamment de mettre en place un panel d'indicateurs de santé, d'acceptation, de confort pour l'utilisateur, mais aussi de vie des exosquelettes, c'est-à-dire en termes de maintenance et d'usage, la fréquence et la durée, les freins à l'utilisation, etc. Alors les petites entreprises, si elles en éprouvent le besoin, elles pourront solliciter leur service de santé au travail, mais également le préventeur de la CARSAT, de la CRAMIF ou de la CJSS, ou même leur fédération professionnelle, pour mieux comprendre les impacts de l'usage de ces technologies. Existe-t-il des exosquelettes dédiés aux aides-soignants? Si oui, ces dispositifs sont-ils également adaptés à la mobilisation de personnes? Alors, des exosquelettes conçus spécifiquement pour ce secteur, non. A priori, les exosquelettes disponibles aujourd'hui sur le marché ont pour la majorité été conçus dans des applications vers les secteurs industriels, de la logistique ou du BTP. Seul le fabricant japonais Cyberdyne a revendiqué des applications dans ce secteur pour son exosquelette, mais pour l'heure, aucune étude, à notre connaissance, ni aucun retour d'expérience en situation de travail n'a été documenté pour ce secteur d'activité. Alors, ce qu'il faut entendre, c'est comme pour tout autre secteur d'activité, il va convenir d'engager une démarche de réflexion structurée à partir vers le projet d'acquisition d'un exosquelette. Alors, la brochure que nous avons publiée, le D6315, acquisition et intégration d'un exosquelette en entreprise, elle peut servir de base méthodologique dans cette démarche, en support des réflexions menées lors d'une démarche de prévention. Alors de plus, dans ce secteur spécifique, pour être utilisé et retenu, l'exosquelette va devoir être accepté aussi bien par l'aidant que par la personne aidée et répondre à des contraintes supplémentaires en termes d'hygiène. Les réflexions sur son intégration ne peuvent donc s'affranchir d'une évaluation globale des risques pour les opérateurs. Alors, je vous remercie pour vos questions et je vous invite, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, à vous rendre sur notre site internet www.inrs.fr. Vous pourrez découvrir l'ensemble de nos supports sur le sujet des exosquelettes et poser directement vos questions sur le site de l'INRS vers notre service d'assistance. Nous vous remercions pour avoir participé à ce webinaire. Le replay sera disponible dans quelques jours sur le site de l'INRS et sur la chaîne YouTube de notre institut. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci à vous.